La Chine regarde Gorbatchev et la fin de l'ère soviétique comme la pire chose qui pourrait leur arriver. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Axel et bienvenue pour cet épisode. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux la stratégie d'IA chinoise et son approche d'industrialisation massive, notamment en s'appuyant sur une newsletter ou un gros travail que tu avais fait sur Substack et qui a guidé pas mal mes questions. Avant ça, j'aimerais bien que tu puisses te présenter et nous dire ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à ce sujet-là de l'IA en Chine globalement. Vraiment, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc oui, moi, écoute, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine assez jeune, à 8 ans. J'ai commencé à jouer à un jeu de société qui s'appelle le jeu de Go, qui est hyper populaire en Chine. J'ai découvert ça après avoir lu un manga sur ce jeu. Et à la suite de cela, j'ai commencé à me passionner pour la Chine. Et quelques années plus tard, le jeu de Go a été pas mal discuté dans le monde de l'IA, parce que AlphaGo avait battu le meilleur joueur au monde, ce qui m'a donc amené à m'intéresser à l'IA. J'ai passé 2 ans, entre autres, à Hong Kong dans le cadre de mes études. J'ai commencé à apprendre le mandarin il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et tout ça, en fait, m'a amené, il y a à peu près 7-8 ans, à m'intéresser à la partie innovation de la Chine. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai pu faire pas mal de visites, en fait, déjà dans les grosses boîtes chinoises, dans les grands centres, pour comprendre un peu ce qui se passait là-bas, dans le cadre de mes cours à l'université de Hong Kong. Et donc, je suis revenu en France et j'ai trouvé un fonds d'investissement qui investissait dans l'IA, qui s'appelle Alpha Intelligence Capital, auquel je travaille depuis maintenant 3 ans, qui est un fonds qui a investi de manière globale. Donc, on fait beaucoup de choses aux États-Unis, beaucoup de choses en Europe, beaucoup de choses en Asie, pas en Chine directement, mais dans tous les pays adjacents. Et ça fait maintenant du coup 3 ans que je suis ici, que je couvre surtout l'Europe, et je trouve que suivre ce qui se passe en Chine est hyper intéressant, parce que déjà pas beaucoup de gens le font en Occident. En Chine, on étudie beaucoup ce que nous on fait en Europe, mais je trouve que c'est pas du tout répliqué dans l'autre sens. Et j'ai pas mal de questions qui viennent de plus en plus des boîtes dans lesquelles j'ai investi, qui se demandent où est-ce que la Chine est en compétition avec nous, est-ce qu'il y a un risque? Et je pense que savoir répondre à ces questions est assez important. Bah justement, ça permet d'enchaîner sur la suite. Mais un des points que je trouvais intéressant enfin, il y en avait plein, mais un des points que je trouvais intéressant dans ta newsletter et dans ce que tu développais, c'est que tu disais que la Chine, elle, jouait pas la course à l'AGI. On parle beaucoup d'AGI, notamment aux États-Unis, et qu'elle était plus dans une logique de ce que tu appelles un marathon d'industrialisation. Je veux bien que tu peut-être définisses, clarifies un peu ce que tu entends par là, en quoi c'est différent de ce qu'on peut appeler la course à l'AGI, et en quoi, pour toi, c'est central ou important à comprendre pour avoir une bonne compréhension de ce que fait l'IA, enfin ce que fait la Chine, pardon. Bah, ça, en fait, c'est venu d'une réflexion que je me faisais. Je voyais, en fait, beaucoup dans toutes les sociétés dans l'IA en Europe et aux US qui publiaient toujours des résultats sur les benchmarks, sur leur capacité de reasoning, sur le fait qu'elles étaient encore plus performantes jour après jour, donc très, très théorique, en fait, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté, je voyais en Chine où c'était des déploiements beaucoup plus pratiques, où on allait vraiment industrialiser, en fait, l'IA de façon beaucoup plus précoce, dans des cas d'usage peut-être moins impressionnants que ce qu'on espère avoir un jour avec les GI, mais qui marchaient et qui étaient en fait déjà déployés. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à la guerre froide, et je me suis rappelé que d'une certaine façon, l'URSS, pendant la guerre froide, était très très avancé sur la partie technique, la partie recherche. Ils avaient mis quelqu'un dans l'espace avant le camp occidental, mais au final, c'est pas eux qui ont gagné. Là où les États-Unis ont été très bons, c'est qu'ils ont réussi à industrialiser toute la technologie, toute la chaîne de valeur avec la construction, par exemple, de tout ce qui est semi-conducteur, de manière beaucoup plus opérationnelle que l'URSS. Et c'est ça, en fait, je pense, qui a un peu provoqué, entre autres, la chute de l'URSS. Et la Chine regarde Gorbatchev et la fin de l'ère soviétique comme la pire chose qui pourrait leur arriver. Je pense qu'ils essaient beaucoup d'apprendre en fait de ce qui se passe pour éviter en fait les erreurs. Je pense que c'est un petit peu la logique aujourd'hui qu'il y a en Chine, c'est on utilise l'IA pas pour penser mieux, mais pour produire mieux, versus les États-Unis où j'ai l'impression qu'il y a quand même tout ce centre autour de San Francisco et de la Bay Area où on parle beaucoup de AGI, où c'est vraiment la préoccupation de tout le monde, alors que le reste du monde ne sait même pas ce que c'est. T'as un peu ce schisme entre les deux qui je pense est intéressant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes en Chine qui sont très focus R&D et qui veulent vraiment faire avancer la recherche de ce point de vue. Je pense qu'il y en a de plus en plus, DeepSeek, entre autres, qui je pense a pas mal d'initiatives là-dessus. Mais la tendance générale du niveau État jusqu'au niveau en fait entreprise,
est très porté sur opérationnaliser l'IA et réussir en fait à la déployer dans toutes les sphères de l'économie. Un truc qui me vient et puis en écoutant ce que tu disais en intro sur, le fait que tu as découvert le jeu de Go et que tu t'étais intéressé, à la culture chinoise. De ton point de vue, tu vois, en quoi la culture chinoise, il y a quand même enfin dans le Go, il y a quand même cette stratégie du temps long de, tu vois, en quoi cette, capacité, on va dire, à penser le long terme avec alors après des avantages, des inconvénients, mais tu vois, un état fort qui trace une direction et tu as tout un establishment et toute une dynamique qui se construit derrière pour rendre possible cette vision, donc cette logique du long terme. Et après, le côté, tu vois, il y a le confucianisme, fait cet rapport aussi à la vie. Enfin, est-ce que c'est pertinent ou pas, déjà, pour s'interroger et se questionner sur la Chine? Et peut-être qu'est-ce que ça dit de leur approche? Et que bah, c'est un peu la question que je me posais quand j'ai commencé à refaire des recherches dessus dans le contexte de l'IA. J'ai trouvé pas mal en fait de références dans des textes chinois, concepts qui venaient de Mao, qui en anglais s'appelle donc une protracted war, donc une guerre protractée. Et en fait, l'idée derrière, c'était, ça sert à rien d'aller plus vite que notre ennemi, il faut aller plus longtemps que notre ennemi. Tu vois, donc c'est pas about outscaling, c'est about outlasting them. Donc je pense que de un, t'as pas mal en fait de références dans toute la sphère politique chinoise à l'histoire chinoise. Donc t'as ce premier élément avec Mao. T'as un deuxième élément qui est intéressant, c'est que la Chine a vécu les guerres de l'opium au 19e siècle, où en fait l'Angleterre, l'Allemagne et la France, entre autres, ont un peu occupé et pris quelques ports chinois. La Chine voit ça comme une honte nationale et il veut absolument jamais que ça se refasse. Et pour ça, ce qu'ils ont appris, c'est que au moment des guerres d'opium, ils avaient aucune base industrielle et aucune infrastructure en fait pour se défendre simplement. Donc je pense que c'est un peu le sujet aujourd'hui qui revient, c'est il faut qu'on arrive à s'appuyer sur notre base de manufacturing pour se protéger en fait simplement. Donc tu as ces deux éléments. La troisième partie plus sociétale sur le confucianisme, je pense qu'elle est intéressante au niveau chercheur. Et ça, on peut en parler un peu après. Il y a quelque chose d'intéressant qui est dans le monde de la recherche en Occident, un bon chercheur va être promu sur le nombre de citations qu'il reçoit. Et donc c'est pour ça que beaucoup écrivent des papiers et le but c'est de voir son papier accepté dans une conférence. En Chine, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Un bon chercheur va être promu en fonction de l'apport social de ses contributions. Donc, tu as toute cette idée un peu, voilà, collectivisme, confucianisme. Donc, c'est-à-dire que les chercheurs sont très vite encouragés à travailler avec des entreprises et à faire des cas d'usage concrets. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'open source, je pense, a beaucoup pris, en fait, en Chine. Tu as vraiment cette idée aussi de partage et de, je sais pas si le mot c'est bien social, mais d'apport et à pouvoir, en fait, rendre ça très, très concret, très rapidement. Bah, je sais pas, c'est une réflexion que moi je me fais, tu vois, j'ai eu un échange avec un chercheur qui travaille sur l'Inde, j'ai fait un épisode sur la Russie. Et c'est vrai que je trouve il y a enfin, il y a une différence en Russie, en Inde, en Chine, ce rapport au passé qui est beaucoup plus assumé et on va beaucoup plus chercher dans le passé pour se projeter dans le présent et le futur versus enfin, notamment dans la baie dont tu parlais, où en fait on est dans le futur lointain, sur Mars, et il y a moins cet ancrage dans le passé. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est assez frappant, je trouve. Ouais, non, t'as raison, non, c'est hyper intéressant. J'ai pas pu comparer ça avec d'autres pays, mais ça fait tout à fait sens. Dans le papier que tu rédigé et quand tu parles de la stratégie d'IA chinoise, il y a 3 piliers que toi tu décris. Il y a la partie, talent, il y a la partie données et la partie infrastructure. Mais je veux bien que tu le décrives dans le contexte chinois et peut-être la façon dont, bah, ils interagissent entre eux pour créer enfin, cet effet d'échelle quand même relativement unique à l'échelle de la Chine. Alors la première partie, donc c'est le talent. Donc déjà c'est sur le nombre forcément d'ingénieurs et de chercheurs qu'on a en Chine. Aujourd'hui, tu as 50% des papiers qui sont quand même encore qui sont rédigés par la Chine. Les meilleures universités, dont Tsinghua par exemple à Pékin, ils sortent un nombre de startups par an qui est assez énorme. Et sur la partie plus ingénieur, que je trouve assez intéressante, donc tu as vraiment beaucoup de gens qui sont là pour opérationnaliser et déployer l'IA. Par exemple, chez BYD, tu as plus d'ingénieurs que le nombre total d'employés que Tesla a. Je pense que c'est assez significatif comme chiffre. T'as une autre chose, c'est que la Chine, c'est un État qui est gouverné par des ingénieurs, versus les États-Unis qui est gouverné par des avocats. Donc, si tu regardes tous les anciens dirigeants chinois, ils ont tous fait la même formation. Ils sont généralement passés par Tsinghua, entre autres, ou Beida. Je pense que rien que ce mindset est un peu différent entre l'Occident et la Chine. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, les talents, et j'ai mentionné cette partie sur la collaboration entre entreprises et chercheurs, qui est très différente, et qui, je pense, amène beaucoup de choses.
Le deuxième point, donc, c'est sur les données. Donc déjà, ils ont beaucoup plus de personnes que nous, beaucoup de personnes connectées. Il y a quelques années, le gros avantage de la Chine, ça allait être sur l'image et la vidéo, donc entre autres avec la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un peu été développé à d'autres types de modalités. Les Chinois utilisent beaucoup les applications qu'ils ont à disposition. Par exemple, TikTok et donc ByteDance, ils ont 80 millions de vidéos par jour. Tu as un effort un peu national de standardisation de différents datasets qui sont ouverts, ils sont publics. Ça, c'est quelque chose qu'on a moins en Occident et qui est un problème. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'avantage d'avoir des datas privées. En Chine, tu as tellement de choses qui sont déjà publiques et mises à disposition, tu peux commencer à construire très rapidement. Et tu as donc cet effort national, entre autres dans la santé, par exemple, où tu as eu, je crois, 38 000 hôpitaux qui ont été obligés de numériser tous les dossiers médicaux des patients et à les partager en temps réel à travers des méthodes de federated learning et autres de privacy. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à déployer en Occident. La Chine l'a fait assez rapidement. Le troisième élément, c'est donc l'infrastructure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ils ont 10-15 ans, la Chine, même encore avant, il y a 25 ans, 30 ans, la Chine donc, a commencé à devenir un peu l'usine du monde, entre autres pour les téléphones. Donc c'est là, on parlait de Foxconn et autres. Après, ça a été les voitures électriques, où en fait, on a presque recyclé les mêmes usines. Donc Foxconn, en fait, qui a ouvert deux usines à Shenzhen, qui en fait a eu des ingénieurs qui ont été formés par Apple, qui en fait ont appris un bon socle de connaissances sur comment construire une usine, comment la déployer. Ils ont fait la même chose du coup pour les voitures électriques. Et là en fait on voit que ça commence à se faire sur un troisième cycle qui va être des drones, des robots, des humanoïdes. Et donc tu as cette réutilisation en fait, cette montée en gamme de la chaîne de valeur et tout en réutilisant en fait les mêmes infrastructures. Ça je pense que c'est assez intéressant et c'est cette combinaison en fait des trois qui permet d'avoir une base hyper solide, hyper rapide en fait et déjà prête à scaler. Là, en fait, où en Occident, on n'a pas forcément, enfin, on a un peu des trois, on a le talent, on a moins de data, et l'infrastructure, en tout cas en Europe, elle n'est pas encore là. Donc les trois ensemble sont vraiment hyper efficaces, et en plus de ça, tu as au-dessus de tout, tu as l'État, qui en fait est très centralisé en Chine et qui donne des directions assez claires sur les initiatives et qui pousse en fait vraiment ça à travers des financements ou à travers des régulations. Et à travers le fait que c'est déployé rapidement et partout, justement, toi, tu parles de d'IA Good Enough qui va être déployé partout. Et en parallèle de ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais en Europe ou aux États-Unis, on a des cas d'usage en tête qui, si ils fonctionnaient, seraient extraordinaires. Pour autant, ça, pour l'instant, il y en a assez peu peut-être qui sont atteints, versus en Chine, où on a des objectifs peut-être moins ambitieux, mais des choses qui marchent et qui sont déployées à l'échelle. Est-ce que tu peux en dire deux mots là-dessus, justement, c'est quoi l'IA Good Enough concrètement? Et peut-être, tu vas te donner deux, trois exemples de comment c'est déployé et en quoi c'est peut-être, je mets un peut-être plus efficace, tu vois, que cette approche de on va essayer de toucher, d'aller sur Mars, là où eux, ils vont déjà sur la Lune et puis après on verra Mars après. Et je pense que donc, la grosse logique, c'est ça sert à rien forcément d'avoir le plus gros modèle avec le plus de paramètres si il répond pas à notre cas d'usage très concret. Et donc, tu as vraiment cette idée, en fait, on va créer plutôt des small modèles, donc on parle de small language model, qui a un nombre de paramètres plus réduit et qui va être très focus sur un cas d'usage. Par exemple, dans la santé, donc tu as cette société qui s'appelle Ping An, qui est à la base une assurance, qui elle, en fait, met à disposition une espèce de compagnie en digital un docteur digital qui en fait peut répondre très rapidement à tes questions, qui donc est certifié derrière, qui peut t'orienter vers les bons médecins après, qui en fait permet de faire un peu de triage au moment où tu vas arriver à l'hôpital par exemple. Donc ça, tu as 400 millions d'utilisateurs, donc c'est un effet de data encore une fois qui est assez impressionnant et qui est hyper utile. Et t'as pas besoin en fait d'un LLM géant pour ça. Tu as besoin d'un LLM médicalisé qui fonctionne très bien. D'autres choses assez basiques, c'est par exemple, je crois que c'est dans la ville de Hangzhou, donc c'est là où tu as tous les gros géants de la tech, où toutes les caméras, les feux de signalisation et tous les sensors sont connectés ensemble. Par exemple, quand tu es une ambulance, tu peux savoir en temps réel, ok, là, il y a des embouteillages, là, il n'y en a pas, donc je peux prendre cette route-là pour en fait être le plus rapide pour arriver à ma destination. Quelque chose encore une fois qui est assez basique, c'est une fusion en fait de différents data. Ça ne demande pas en fait de savoir aller sur Mars et c'est hyper efficace. Ça permet de réduire le temps des secours de je sais pas combien de fois. Et d'après, tu as plein d'autres cas en fait qui sont assez basiques. Par exemple, en Chine, tu ne payes plus en cash, tu payes aujourd'hui avec ton visage, avec ta main. Ça fait déjà quelques années. Tu n'as plus de room service humain dans les hôtels, tu as des robots qui te les apportent. Maintenant, tu commences à avoir du delivery qui se fait par drone.
qui sont en fait des cas d'application qui ne nécessitent pas d'avoir forcément le focus sur la recherche qu'on a aujourd'hui, qui sont mises en place très vite et donc qui permettent forcément d'accumuler plus de données et par la suite pouvoir commencer à scaler et faire quelque chose d'un peu plus recherche orienté. J'ai deux questions qui me viennent en t'écoutant. La première, tu parlais de DeepSeek et le fait, là, dans l'exemple que tu donnais, où on a un small language model santé, on va dire. Est-ce que ça veut dire que globalement, la Chine, dans sa stratégie, elle a arrêté, on va dire, de travailler sur ces LLM ou la course au grand modèle, ou est-ce qu'elle le fait à côté, mais la priorité est plus sur les cas d'usage concrets, tu vois, ou est-ce qu'elle continue comme font les gros labos américains, par exemple? Mais je pense que tu as deux choses. Une première chose, c'est que déjà, le recours à des modèles plus petits était aussi lié au manque de GPU et à toutes les sanctions qui ont été mises en place. Il n'y a pas trop le choix, en fait. Donc, tu as eu beaucoup de recherches sur la partie algorithmique, plus que sur la partie semi-conducteur, dans un premier temps, qui était sur comment réussir à développer des modèles plus petits et plus efficaces et qui consomment moins de GPU. Donc, c'est cette première partie qui est venue un peu malgré eux, en fait. Mais je pense que d'un autre côté, tu as effectivement des gens qui essaient de travailler sur tout ce qui va être scaling laws. T'en as moins. C'est plus dans une recherche très pure. Tu as quelques groupes qui commencent à se créer. Mais on voit qu'il y a quand même une grande majorité qui est plus sur l'implémentation plutôt que sur la partie recherche. Je pense qu'il y a pas mal d'efforts faits sur qu'est-ce qui vient en fait après les Transformers déjà. Et est-ce qu'on peut pas nous être en fait à la pointe sur ça? Vu que sur la partie LLM Transformers, l'Occident est quand même déjà très très avancé, a les ressources financières, a mis le budget pour ça. Donc essayons peut-être de réfléchir à qu'est-ce qui vient après. Et on voit pas mal de choses assez intéressantes qui se créent là-dedans. Et tu peux en dire deux mots sur, tu dis des choses intéressantes qui se créent là-dedans, tu penses à quoi? Ouais, tu as eu pas mal de papiers qui ont été faits. Par exemple, là, tu as eu Alibaba qui a sorti quelque chose qui était pas tant une architecture différente au niveau software, qui était plus sur la partie hardware. C'était comment mieux virtualiser un GPU pour réussir, en fait, à ce que l'orchestration ne se fasse pas au niveau de la requête. Donc, une requête va sur un GPU, mais au niveau du token. Donc, en fait, tu peux mixer différentes demandes de différentes ChatGPT, si tu veux, à différents GPU. Donc, je peux mettre un token là, un token là-bas, et ça te permet en fait d'optimiser la consommation et l'utilisation du GPU tout en étant beaucoup plus rapide. Et je crois qu'ils ont réussi de diminuer de 85%, c'est le chiffre que j'avais, la consommation et le besoin de GPU pour ce cas d'usage concret. Et deuxième question par rapport à ça, quel est l'impact des enjeux démographiques dans la stratégie de la Chine et est-ce que ça joue un rôle dans leur volonté justement d'aller le plus vite possible de la recherche à la mise en œuvre concrète et je pense en fait notamment à la robotique et je veux bien qu'on en reparle après sur des cas d'usage dans des secteurs agricoles ou notamment ou ailleurs. Mais tu vois, est-ce que ça un joue et si oui, comment? L'IA est vue un peu comme une priorité, entre autres, pour les sujets démographiques. Donc, on a maintenant une baisse, en fait, de la population en Chine. Tu vas avoir une grosse partie qui va devenir très âgée, qui est pas forcément dans les villes, en fait, les plus développées, donc qui vont être plus dans les campagnes. Qui est vraiment le sujet de comment, en fait, est-ce qu'on s'occupe de ces personnes. Et en plus, comment est-ce que tu compenses la baisse de la main-d'œuvre. Donc, sur la première partie, comment s'occuper d'eux. On voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'efforts sur tout ce qui va être les maisons de retraite qui vont être directement en fait automatisées où tu vas avoir des senseurs pour si la personne tombe, si la personne a de la température. Par exemple, tu peux en fait quand tu marches dans ta salle de bain, si tu ça un senseur, tu peux dire OK, bah là elle a telle température. Donc du coup peut-être qu'elle est malade, donc peut-être qu'il faut que qu'on la traite. Donc tu as les caméras évidemment sur le fait de tomber, tu as la relation directement avec les hôpitaux. Et donc ça, c'est une partie. Tu as des trucs un peu plus drôles, par exemple, quand tu vas à la Grande Muraille ou dans d'autres sites touristiques, les Chinois aiment beaucoup faire de la randonnée. Et maintenant, tu as des robots, des jambes robots, qui en fait qui sont mis à disposition pour aider les personnes pour qu'ils puissent marcher plus rapidement. Ça, c'est un premier focus un peu plus ludique. Sur la partie compenser le baisse de main-d'œuvre, bah, c'est là en fait où les robots de manière plus générale sont le vrai focus. Et je crois que la Chine est déjà à 40% en fait du marché mondial en termes de robots. Toute cette partie automatisation dans les usines vient en fait pour combler ce manque de main-d'œuvre qui est en train de devenir un vrai sujet. Et si on poursuit là-dessus, je crois qu'il y a une initiative, je crois, AI+, justement pour infuser de cette IA dans tous les secteurs. Tu as parlé un petit peu de quelques cas d'usage. Est-ce que tu en as notamment sur la partie agriculture, par exemple, ou des choses très sur le terrain et qui peuvent impliquer l'embodied AI ou en tout cas de la fusion entre robotique et IA? Sur la partie agriculture, c'est une des parties que je trouvais le moins impressionnant parce que j'ai l'impression que c'est quand même déjà développé dans d'autres pays, on va dire, très agricoles, par exemple Amérique latine et autres.
Par exemple, tu vas avoir cette fusion entre des drones qui vont réussir à avoir, à travers du computer vision ou autre type de modalité, l'état des sols, en fait, et qui, basé sur ça, pourront te dire, OK, il faut irriguer de telle façon à travers tel robot. Ça, pour du coup, c'est, je pense, quelque chose qui se fait pas mal à l'échelle mondiale. Donc, je suis pas sûr, en fait, de où est-ce que la Chine est plus efficace là-dedans. Je pense que c'est fait à plus grande échelle parce que la Chine est déjà beaucoup plus grande. Je pense que tu as d'autres use cases dans le manufacturing où je lisais qu'une usine à Shenzhen qui aujourd'hui était complètement automatisée à 98%. Je crois que tu n'avais vraiment plus aucune présence humaine. Sur quel type de tâche c'était? Je pense que c'était du robot picking de façon assez simple. Voilà à peu près ce que j'ai comme use case. Sur cette partie, enfin, vieillissement de la population et tu vois la baisse de croissance économique, comment les autorités chinoises, si tu as des éléments là-dessus, ils réfléchissent un peu parce que moi c'est une question que je me pose, je me dis ok, on va tout automatiser, il y a moins de gens qui travaillent. Là, il y a une question forcément de répartition de la valeur, de répartition de la richesse. Aux États-Unis, on réfléchit beaucoup au revenu universel. Est-ce qu'il y a des réflexions un peu similaires en Chine ou pas forcément? Ce que je pourrais dire qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un auteur qui est l'ancien CEO de Google China, avant que Google soit interdit en Chine, qui s'appelle Kai-Fu Lee, qui lui a écrit beaucoup sur l'IA, qui continue d'ailleurs beaucoup à écrire, qui a un fonds d'investissement qui investit en Chine, et qui lui, justement, a cette vision de l'IA qui permettra d'arriver à des gains de productivité tels qu'on pourrait avoir un revenu universel. Oui, et du coup, les citoyens pourraient se focus sur des intérêts plus sociaux, de type ONG et autres, qui pourraient bien aller avec l'historique communiste de la Chine. Je sais pas vraiment à quelle timeline est-ce que c'est vraiment possible, mais donc t'as, en tout cas, en Chine, des personnes qui sont partisanes de ça. Après, sur les réflexions du gouvernement, je ne sais pas. Parce que tu as quand même un pacte social, on va dire, en Chine, qui est, on vous assure 5-6% de croissance. Aujourd'hui, c'est plus 5%, il y a 5 ans, c'était plus 7-8%. Mais en échange, vous aurez un système plus dirigé, donc d'ailleurs, bah, pas de vote au niveau national, juste du vote parfois au niveau très très local, donc moins de démocratie, et un régime avec plus gros focus sur la sécurité, on va dire. Et donc, si on n'arrive pas à soutenir en fait ça, et c'est un peu ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est ça qui va provoquer et risque de mettre un peu en danger le système chinois. Donc je pense qu'il y a vraiment ce focus sur la productivité, sur comment utiliser l'IA pour réussir en fait à s'assurer ce taux de 5-6% de croissance à très long terme. Et c'est aussi encore une fois pour ça que l'IA est vraiment dans ce focus. Ok, la recherche très bien, mais on essaie de la déployer pour pouvoir continuer en fait à grossir simplement. Et puis il y a alors aussi une des spécificités, c'est le côté très dirigiste et donc il y a une stratégie nationale derrière laquelle on met des moyens. Alors, typiquement aux États-Unis, on voit qu'il y a une stratégie d'IA, mais c'est plus, enfin, après, il y a des entreprises qui vont travailler sur des sujets qu'elles ont décidé. Ça a des avantages parce que ça permet d'aller peut-être plus vite, bah, tu disais que ça se diffuse plus rapidement dans la société. Pour autant, ça génère aussi forcément des externalités négatives. Tu vois, on peut avoir des data centers qui sont vides, des bulles d'investissement. De ton point de vue, est-ce que c'est raté entre guillemets, c'est des externalités qui sont je sais pas nécessaires, mais en tout cas inévitables, ou tu vois, est-ce que c'est structurellement, ça discrédite la capacité de ce modèle-là à long terme à permettre d'atteindre leurs objectifs? Je pense que quand il y a eu les sanctions des États-Unis et que la Chine en fait s'est dit bon bientôt je vais me retrouver sans GPU donc il faut vraiment que je commence à faire quelque chose, qu'à lancer en fait un investissement massif à la fois dans la création de son propre système de semi-conducteurs et dans des data centers, c'était tellement une question de survie pour la Chine qu'effectivement, tu as dû avoir un surinvestissement pendant 2-3 ans. Et on se retrouve aujourd'hui avec limite plus de capacité en fait que de que d'offres en fait et de moyens de remplir ces data centers. Et donc effectivement, tu as des sujets par exemple où ça tourne à 30% et que c'est pas du tout optimisé. Je pense que c'est très conjoncturel et que tu vas avoir ensuite un ajustement un peu automatique où ça va être mutualisé, ça va être recentralisé. Donc c'est pas du gaspillage, c'était vraiment en fait un apprentissage de construire sa propre industrie en fait. Aujourd'hui donc plus de semi-conducteurs et data centers et qui aujourd'hui en fait qui avant n'existait pas. Donc tu as cet effet en fait de catch-up qui par la suite sera, je pense, réussira à être contrôlé. On parle beaucoup de la confrontation Chine-États-Unis, notamment, mais pas que dans le domaine de l'IA, dans le domaine plus largement géopolitique. On regarde la stratégie d'IA chinoise versus la stratégie américaine. Est-ce que tu arrives à tirer des conclusions sur celle qui risque d'être la plus efficace dans une optique de
de contrôle d'accès aux données, aux meilleurs modèles, à la capacité d'industrialiser, à le diffuser, notamment dans le domaine militaire où ça devient enfin, utilisé. Mais si on se place dans une logique de domination et ou de la course au pouvoir suprême, si je peux dire, est-ce que tu penses que la stratégie d'IA chinoise très dirigée avec cette logique d'infuser rapidement et pas forcément sur des cas d'usage très très complexes, elle est plus efficace, pas forcément meilleure, mais plus efficace? Je pense qu'elle est plus safe, elle est plus sûre, dans le sens où aujourd'hui, qu'est-ce que les GI? On sait pas encore, enfin vraiment, on n'a pas vraiment de définition encore de ça. Tout le monde se barre un peu pour donner une prédiction, pour savoir quand ça va arriver. Vu que c'est incertain, ce qu'on a aujourd'hui marche, en tout cas. Ce que la Chine est en train de déployer, ça marche, ça fait des gains de productivité. La population, en tout cas chinoise, est d'ailleurs hyper confiante par rapport à l'IA. Beaucoup plus, je crois qu'on est de l'ordre de 75% des gens qui sont optimistes par rapport à l'IA versus 35% en Occident. Donc, tu as vraiment une attitude hyper positive. Donc, si les GI met, je sais pas, 10-15 ans à arriver, ça veut dire que la Chine là, a pris pas mal d'avance sur le paradigme actuel. Mais si, d'ici 5 ans, OpenAI nous trouve une nouvelle méthode, un nouveau système qui est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les GI, là, du coup, effectivement, la Chine sera un petit peu coincée parce qu'elle a déployé tel type d'infrastructure et tel type de modèle, en fait, sans avoir forcément fait la recherche là-dessus. Surtout que je pense que d'ici 5 ans, on sera encore plus divisé en deux camps qu'on est aujourd'hui. Donc l'accès des Chinois à cette nouvelle, disons, cette nouvelle AGI que les États-Unis trouveront sera aussi un peu plus compromise. Je pense que d'ici 3-4 ans, déjà, on en saura un petit peu plus. Mais ça va vraiment dépendre, en fait, de si on arrive à trouver quelque chose de vraiment, enfin, qui change le paradigme sur l'IA et sur l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Est-ce que toi, au regard de ce que tu vois passer en termes de technologie, de recherche, je sais que tu lis pas mal de choses là-dessus. Est-ce que ça te semble être une hypothèse crédible? Enfin, au-delà de l'AGI, on sait pas ce que c'est, mais en fait, sans parler de ce mot-là, d'avoir des modèles ou des capacités ou qui changent vraiment la donne par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que ça te semble être une possibilité réelle? Parce qu'il y a quand même un côté un peu pari dans ce que tu décris d'un côté, la Chine qui se dit, bah, en fait, oui, on a des technos moins puissantes, mais elles sont robustes, elles fonctionnent. Et moi, je sais que je m'intéresse pas mal au côté militaire, il se passe déjà des choses quand même assez folles et il n'y a pas besoin d'AGI pour ça. Et ça fonctionne et eux, ils vont avoir des retours d'expérience et être capables d'améliorer le truc versus alors les États-Unis sur l'IA militaire, ils s'y mettent sérieusement aussi. Donc, mais tu vois, il y a un côté pari et donc potentiellement prendre du retard. Mais à côté de ça, toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est au regard de ce que tu vois passer, au regard de ce que tu lis, qu'on fasse un vrai bond qualitatif en termes de capacité des technos d'IA? Et là, je trouve que ça fait quelques mois, je dirais, ouais, 6 mois, qu'on voit de plus en plus de choses qui se créent pour aller, pour en fait, qui réalisent que les LLM ont des limites. Donc, comment est-ce qu'on fait en fait pour continuer à faire du reasoning at scale, des systèmes multi-agents? Donc, c'est pour ça que le reinforcement learning en ce moment est beaucoup à la mode, vu qu'on se rend compte que c'est un peu le maillon qui nous manquait et qui est encore assez efficace pardon, pour pouvoir scaler un petit peu ça. Donc ça, c'est la première partie. On continue à mettre plein de compute, on continue à avoir plein de data et on fait du RL et on essaie de trouver différents types de verification et de systèmes de reward pour pouvoir faire ça à tous les sujets, que ce soit du code, des maths, de la physique ou même de langage de façon plus basique. Et de l'autre côté, on commence à avoir d'autres boîtes qui essaient de se créer sur, OK, bon, les Transformers, c'est bien, mais peut-être que c'est pas ça, en fait, le futur. Faut qu'on commence à réfléchir à autre chose. Ça se fait dans les labos. Par exemple, Yann Lequin avec GEPA. Tu as de plus en plus de startups qui, justement, essaient de créer des systèmes. Donc, on parle de continual learning. Donc, comment, en fait, est-ce qu'un modèle peut continuer à apprendre en temps réel? Donc, à updater ses poids au moment de l'inférence et qui se disent en fait bah, les transformers c'est trop compliqué pour cela et ça ne marchera pas donc il faut qu'on réfléchisse à d'autres choses. Donc, tu as quand même cette considération aujourd'hui qui est qu'il faut peut-être quelque chose de nouveau par rapport à ça, mais c'est quand même très très tôt. Et d'un autre côté, tu as des milliards et des milliards qui sont investis dans des gros data centers pour rester sur le paradigme actuel. Donc, tu as vraiment deux niveaux. Qui aura raison? Je pense que déjà, d'ici un an, on verra des choses un peu plus intéressantes sur ces nouvelles méthodes et est-ce qu'en fait elles peuvent vraiment marcher et déjà être créées. Mais ça devient un gros sujet dans les 2-3 ans en tout cas. Un des sujets clés, pour l'IA générative et les faire tourner, tous ces modèles-là, c'est l'accès au GPU. Tu disais que la Chine enfin, ça fait longtemps que la Chine travaille à développer ses capacités souveraines, dans le domaine et c'est un des points où ils sont
sensibles aux sanctions notamment. J'ai l'impression que ça a un petit peu évolué ces derniers temps où ils ont réussi à sortir des puces. Je veux bien que tu fasses un point là-dessus où on en est en termes de capacité de la Chine à développer ses propres puces et est-ce qu'elles sont au niveau de ce que fait un Nvidia, enfin un TSMC à Taïwan ou pas? Et est-ce que donc est-ce que c'est lié à ça le fait qu'ils se disent bon on va faire des plus petits modèles, de toute façon on n'a pas la capacité à faire. Au début des sanctions, donc vu qu'il y avait en fait pas vraiment d'industrie de semi-conducteurs à ce niveau-là, enfin, elle était très jeune et on n'était vraiment pas sur les types de puces performantes dont on a besoin pour entraîner. Donc, tu as eu beaucoup de sujets de comment on arrive à accéder à Nvidia sans y accéder par les moyens légaux. Donc, il y avait pas mal de smuggling. Donc, on parlait de gens qui passaient par Singapour ou par Hong Kong et qui créaient des entités un peu factices pour cela. C'est d'ailleurs ça, je pense, qui a permis le DeepSeek dans les toutes premières générations. Sauf qu'au fur et à mesure, toute, toute l'industrie et différents acteurs, donc que ce soit du coup vraiment bah, les foundries, donc comment remplacer les Taïwanais avec TSMC, qu'ils ont leur acteur local en Chine, qui a vraiment réussi à catch up, et en fait les chip développeurs ont commencé à sortir des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, ceux qui sont le plus avancés, c'est entre autres Huawei, avec leur puce Ascend, qui apparemment là aujourd'hui sont assez performantes pour faire tourner l'inférence de Huawei, de DeepSeek, pardon. D'un autre côté, donc sur la partie software, donc Nvidia est hyper puissant parce qu'ils ont développé CUDA, qui est utilisé par tout le monde. Huawei apparemment a développé leur propre software d'abstraction qui s'appelle CAN, qui justement a été adopté par DeepSeek dans leur dernier modèle. Donc, ce qui fait que tu as vraiment ce début en fait d'écosystème chinois à tous les niveaux, hein, du niveau vraiment le plus bas que tu peux jusqu'au niveau le plus haut. Et d'un autre côté, tu vois que là maintenant, 55% des brevets dans les semi-conducteurs sont faits par les Chinois. On n'y est pas encore. Donc là, on arrive à créer, à graver à du 7 nanomillimètres, là où aujourd'hui ce qu'on cherche c'est plutôt 3. Et donc, de ce que j'ai lu, écoute, pas mal de gens disaient on pourra déjà être à 5-6 d'ici l'année prochaine, et tu commences vraiment en fait à avoir cet écosystème qui est de self-sufficient en fait. Et dans ce que j'ai lu, ça disait que l'année dernière, on était à peu près à 34%, ça devrait arriver à 82% d'ici 2027. Au final, en fait, ce qui s'est passé avec les États-Unis, ça a au final bah, provoqué en fait une urgence nationale qui a fait que beaucoup d'argent a été déployé là-dedans. Je crois que c'était Alibaba qui a dit qu'ils allaient donner 53 milliards pour l'écosystème IA et semi-conducteurs. Et au final, ça pourrait un peu backfire, on va dire, envers les États-Unis, surtout envers Nvidia, qui fait encore 20% de son chiffre d'affaires en Chine. Donc ça reste à voir. Ça a été, je pense que tout le monde a été assez surpris, parce qu'il y a je dirais, il y a 3 ans, tout le monde disait, OK, maintenant ils sont 10 ans en retard par rapport à nous, donc c'est bon, ça va être un peu moins risqué, on va dire, que ce qu'on penserait. Et en 1 à 2 ans, il y a eu cette fuite de nouveaux produits, à la fois sur la partie software avec des DeepSeek et autres, et sur la partie hardware, que là, le côté américain, je pense, c'est un peu moins confiant par rapport à l'avenir. Ouais, comme tu disais, les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté, hein, c'est souvent le cas avec les sanctions. Et juste, il y a très récemment, là, on a entendu aux Pays-Bas, une entreprise chinoise qui a été, alors je sais pas ce que c'est le terme nationalisé ou par les justement qui sont dans les semi-conducteurs et je sais pas si c'est en lien avec ASML sur la partie, tu vois, gravure. Est-ce que, je sais pas si tu as une réponse là-dessus, tu vois, mais est-ce qu'ils ont commencé à travailler. Alors, je ne pense pas qu'ils y soient encore, mais je pense que quand tu arrives déjà à faire du 7 nanomillimètres, donc qui est compétitive avec du Samsung, quoi, donc qui est quand même un assez gros acteur, avec des technologies quand même assez anciennes, le bottleneck il devient un petit peu moins bottlenecky, on va dire. J'ai pas plus d'infos sur la partie vraiment lithographie en tant que telle. Tous les autres maillons, on va dire, un peu de la chaîne commencent à être vraiment clairs. Et je pense qu'in fine, ils pourraient réussir à le faire comme ils l'ont fait là déjà avec des choses un petit peu plus anciennes, avec des outils d'ancienne génération. Là, je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est que même s'ils n'arrivaient pas à le faire, potentiellement, en fait, ça deviendrait moins critique pour eux, comme ils maîtrisent tout le reste. Et peut-être qu'ils arriveraient à faire avec des puces moins puissantes, à faire des choses suffisamment intéressantes, quoi. On va arriver tranquillement vers la fin de l'échange. Il me reste deux questions. Tu en as parlé rapidement
de la robotique et c'est vrai que la Chine apparemment est très très, alors je sais pas si en avance, mais en tout cas très très investie dans le sujet de la robotique et de la robotique humanoïde notamment. Au regard de toi, ce que tu connais de l'écosystème chinois, de la Chine, tu vois, dans quel domaine tu as le sentiment à côté, enfin en dehors de l'IA, elle peut et elle va potentiellement prendre un leadership, ou en tout cas, est-ce que c'est dans la robotique, est-ce que c'est dans le quantique, est-ce qu'il y a d'autres sujets potentiellement connexes à l'IA? Quand tu parles généralement à d'autres investisseurs qui regardent vraiment, qui investissent en Chine, donc le gros sujet, ça va être sur manufacturing et robotics. Donc ça, c'est la première chose. Aux robots de manière plus générale, avec les robots humanoïdes, où t'en as beaucoup qui pensent vraiment que c'est en Chine que ça se fera, qui sont en fait, qui veulent même pas faire d'investissement aux US pour ces raisons-là. Même si je pense que ce sera compliqué en fait d'avoir des robots humanoïdes chinois en Europe ou aux US d'ici quelques années. Donc je pense que tu peux avoir clairement deux marchés qui coexistent de façon assez séparée. Donc ça, c'est les deux premiers. Tout ce qui va être autour de la smart city. On revient à mon sujet sur les ambulances ou réussir en fait à connecter la ville, à la rendre intelligente, à intégrer ça avec des données de santé, des données de trafic, des données de sécurité. Donc ça, je pense qu'ils sont vraiment en avance. On voit déjà qu'ils commencent à exporter ça dans des zones comme par exemple au Moyen-Orient avec les Émirats. Il y a beaucoup d'intérêt pour ces sujets-là. Sur les sujets plus futuristiques, le quantique, je m'y connais un petit peu moins. Je pense que c'est très très gros sujet pour les deux côtés parce que celui qui arrive à craquer le quantique en fait peut décrypter tous les autres. Donc c'est un très gros effort national. Il y a beaucoup moins de publications forcément là-dessus, que c'est quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus secret. Et c'est vraiment un enjeu de sécurité assez élevé. Celui que je voyais pas venir, c'était les sujets de santé et de longévité. Mais vu que tu as cette harmonisation de toutes les données de beaucoup de citoyens à l'échelle nationale, tu as déjà cette partie très applicative B2C sur ton téléphone, tu peux clairement imaginer très rapidement ce docteur robot qui est via ton téléphone où tu n'as plus le temps en fait de voir un humain, il peut te dire en temps réel, ah là tu as dormi 5 heures et ton dernier test de sang il donnait ça, donc en fait il faudrait que tu fasses ça. Donc je pense que tu as pas mal de choses là-dedans. Je vois qu'il y a aussi des choses qui se font dans la partie biotech, donc créer des nouveaux médicaments où la Chine serait très très avancée. J'ai moins regardé ces sujets. Je pense que pareil, c'est comme le quantique, ça devient des sujets qui sont assez touchy vu que c'est quand même un intérêt national parce que tu peux utiliser la biotechnologie pour en faire un petit peu ce que tu veux et dans un contexte militaire, ça devient aussi un gros sujet. Donc t'as moins de publications sur ça. Donc les premiers, ouais, donc Smart City, Robotics et au long terme, encore on va dire contesté et j'ai moins d'infos là-dessus. Juste une précision, tu disais sur les robots humanoïdes que les investisseurs avec lesquels toi tu discutes, ils investissent en Chine parce qu'ils pensent que c'est là que ça se joue. Et tu disais, je pense pas qu'on va avoir des robots humanoïdes chinois en Europe ou en France. Qu'est-ce qui fait te dire ça? Parce que typiquement, si on regarde, alors les panneaux solaires, c'est peut-être moins pertinent, mais pour autant, ils ont pris le marché. Tu vois, typiquement, tu parlais de BYD, ils vendent énormément de voitures électriques, peut-être demain autonomes. Et ou enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc culturel ou je sais pas qui fait dire ça? C'est une intuition assez personnelle sur ça, dans le sens où là, quand on parle d'un robot qui en fait a accès chez toi, par exemple, du coup, qui vit chez toi, qui a accès, enfin, qui a une caméra, qui a accès à ta voix, encore plus d'éléments en fait que tu peux avoir dans une voiture. Aujourd'hui, on voit qu'il y a tellement de sensibilité dès que quelque chose est chinois, dès qu'on parle d'espionnage, que ça m'étonnerait qu'au niveau européen, on accepte cela. Les voitures électriques, elles sont arrivées à une époque où les tensions politiques étaient un peu moindres. Aujourd'hui, ça commence un peu donc US et Chine, ça s'est vraiment dégradé depuis quelques années. Europe, c'est encore un petit peu entre les deux et on n'a pas encore on choisit notre camp, mais c'est encore un petit peu touchy. Donc j'ai du mal à voir des robots qui arriveraient dans les maisons françaises, par exemple. Une dernière question au regard de ce que toi, tu as étudié sur la Chine et puis tu connais bien forcément l'IA en Europe, aux États-Unis. Tu vois, de ton point de vue, de quoi on devrait, comment dire, s'inspirer ou qu'est-ce qu'on devrait garder en tête de ce qu'a fait la Chine de bien, entre guillemets, ou d'utile pour l'Occident et notamment, moi, je pense à l'Europe, tu vois, où on parle beaucoup de résilience, souveraineté technologique, tu vois. En quoi ce qu'a fait la Chine, on parlait des semi-conducteurs où ils ont réussi en quelques années à pas devenir autonomes, mais à gagner en autonomie. En quoi cette stratégie-là chinoise, elle devrait, ou elle pourrait nous inspirer, et si oui, en quoi? Alors, je pense que déjà, il faut ce sentiment d'urgence, en fait, que la Chine a eu par rapport aux semi-conducteurs, mais c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, parce que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver du jour au lendemain aussi, en fait. Donc, de manière plus générale, regarder ce que fait la Chine, apprendre de ce que fait la Chine pour se dire, OK, c'est peut-être
un modèle qui peut être intéressant si jamais on se retrouve dans une situation similaire. Et en fait, essayer de comprendre, en fait, au-delà de la partie très média, très catastrophiste, on va dire, qui nous est donnée, voir qu'est-ce qui se fait bien là-bas, comprendre en fait comment est-ce que ça marche, comment est-ce que l'écosystème s'est construit à travers les différentes parties prenantes dont je parlais, et comment est-ce qu'on peut en prendre le bien pour essayer de faire quelque chose de plus efficace. Donc là, c'est vraiment cette idée de verticalisation, en fait, talent, data, software, ensuite hardware, qu'on a aujourd'hui pas encore. Tu as vraiment tous ces sujets aujourd'hui sur la partie compute en Europe, qui je pense déjà, et c'est top qu'on ait ça. Il nous manque encore la partie semi-conducteur, on l'a pas encore. On en a quelques-uns sur l'inférence qui sont hyper intéressants, mais sur la partie training, on n'en a pas du tout encore, et Nvidia est plus comme présent. Sur la partie industrialisation, qui est quelque chose où aujourd'hui on est encore en déclin en Europe, ce que fait la Chine et ce qu'a réussi en fait à utiliser en fait de ces anciennes bases industrialisées pour les réadapter pour les nouveaux produits de demain, c'est quelque chose qui pour le coup est très relevant par rapport à l'Europe. Donc ça, je pense que c'est autre chose. Et enfin, donc, de manière plus générale, je pense s'y intéresser, aller voir en fait comment est-ce que c'est là-bas. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui n'étaient jamais allées, qui sont rendus dans les quelques années à venir, étaient fascinés en fait par ce qu'ils ont vu et juste en fait ont appris beaucoup et reviennent avec beaucoup d'idées sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la situation ici. Merci Axel d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.